clair sur le planning de la journée. Donc, plus vous serez court et efficace, et mieux, voilà. Mieux ce sera. Voilà. Efficacité, straight to the point. Place à la seconde table ronde de cet événement intitulé L'eau du futur, construire un service public durable et désirable. Alors, le secteur de l'eau subit des bouleversements qui modifient l'activité des acteurs de l'aménagement du territoire francilien et du cycle de l'eau et les obligent à imaginer ensemble le futur service public de l'eau. Je vous propose, en guise d'introduction, de regarder un petit jingle vidéo. C'est court. Il était petit, j'avais dit petit. On va attendre quand même la mise au point. Sauf si... les aléas du métier. Bon. Passons peut-être à la table ronde. Au pire, on mettra le jingle vidéo après, non? Oui, voilà. Alors, pour cette table ronde, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Lux Tréano, maire de Soisy-sous-Montmorency, président de la communauté d'agglomération Plaine-Vallée, premier vice-président du syndicat des eaux d'Île-de-France. Francisque Vigourou, maire d'Igny, vice-président de la communauté d'agglomération Paris-Saclay, président du syndicat intercommunal pour l'assainissement de la vallée de la Bièvre. Esther Crozer-Delbourg, économiste de l'eau, fondatrice du cabinet du conseil Waterwiser. Gauthier Avril, cofondateur et directeur technique chez Pure Control, Startup Prenness, qui a décroché le label Green Tech en 2021 et le Solar Impulse Efficient Solution en 2022. Et Romain Denis, ingénieur responsable chez SARP Industrie, filiale du groupe Veolia. Pardon. Bonjour à tous. Alors Esther, je vais commencer par vous. Pouvez-vous nous dresser un état des lieux de la situation hydrique en France et particulièrement en Île-de-France, puisque c'est ce à quoi on s'intéresse aujourd'hui? Oui, avec plaisir. Alors, beaucoup de choses ont été dites déjà sur la situation, on va dire, des sols et de la pluie et de l'eau en général sur l'Île-de-France. Peut-être que ce qui est intéressant, si je prends un petit peu de recul, on va parler de la France, mais aussi du monde entier. Sur l'eau, quand on parle de crise de l'eau en ce moment, c'est vrai qu'on pourrait la décrire, on va dire, de trois façons. C'est une crise de quantité, c'est une crise de qualité et c'est une crise qui est aggravée par le changement climatique. Évidemment, tout ça dû à notre activité, notre suractivité liée aux ressources en eau. Si je prends la crise de quantité, c'est un chiffre mondial, mais qui se retrouve à peu près en France et en Île-de-France, c'est que depuis les années 1900, notre consommation d'eau a été multipliée par 7, alors que notre population n'a fait que tripler. Donc en gros, on utilise à peu près 2 fois plus d'eau qu'une personne au début du XXe siècle, alors que les ressources en eau elles-mêmes n'ont pas augmenté. Alors oui, on est dans un cycle de l'eau où elle finit toujours par retomber, mais comme on le sait, ce cycle a été largement rompu et l'eau ne retombe pas toujours au bon endroit, au bon moment, sous la bonne forme. D'ailleurs, souvent, elle retombe trop fort ou elle ne retombe plus du tout. Donc, on ne peut plus compter sur simplement un cycle de l'eau parfait qui nous la rend. Et ensuite, il y a quand même un sujet. Je vais donner le chiffre monde après le chiffre français. Dans le monde, 80% de l'eau qui est prélevée, elle ne sert pas à boire, à nous doucher, à cuisiner ou à tirer la chasse d'eau. Mais 80% de l'eau dans le monde, elle sert à produire des biens économiques. Elle sert à produire ce qu'on mange, ce qu'on porte. On ne va pas revenir maintenant sur comment on compte l'eau. Mais aujourd'hui, si je prends l'équivalent du scope 1 et scope 3
pour l'eau du carbone, c'est-à-dire les usages directs et indirects. Et si je compte l'eau de la pluie, eh bien, je porte l'équivalent de 4000 litres d'eau sur moi aujourd'hui. Et puis, j'ai déjà mangé à peu près 1000 litres d'eau entre mon petit déjeuner. Et puis, moi, je mange de la viande, donc forcément, mon empreinte eau, elle est très forte. Donc, l'eau, effectivement, est une ressource dans plein de cas. Et en France, les chiffres sont moindres. L'agriculture consomme 50% de l'eau qu'elle prélève, mais elle n'en prélève que 12% sur le territoire français. Ça, c'est la crise de quantité. Je vais aller vite parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, je sais. Ça, c'est la crise de quantité. La crise de qualité, peut-être 2 chiffres importants sur l'état de l'art à avoir. Quand même, rappelons que l'eau sale reste aujourd'hui la première cause de mortalité parmi les enfants. Et on ne parle pas d'une eau sale ou d'une eau polluée avec des choses très complexes. On parle simplement d'une eau polluée qui passe souvent par les toilettes. Vous savez, quand on a une gastro-entérite, et quand on a une gastro-entérite dans un pays en voie de développement où les conditions sanitaires ne sont pas réunies, des enfants en meurent. Et on me dit souvent, mais on a de l'eau potable dans nos toilettes. Oui, c'est vrai, mais ça vient à la base d'une consigne sanitaire parce que l'eau sale véhicule les bactéries. Donc il faut se rendre compte qu'on a beaucoup de chance de vivre dans un pays en France où en fait les services de l'eau ont été tellement parfaits qu'on a voulu nous les cacher comme si c'était une donnée parfaite. On les a cachés derrière des murs, on ne sait pas où sont nos canalisations, on a tous peur d'une fuite. Et on se demande même pourquoi on a de l'eau potable dans nos toilettes. À la base, c'est pour nous protéger. Et peut-être la deuxième chiffre sur la qualité, c'est que dans le monde, ça, j'ai pas le chiffre français, mais à mon avis, il est bien, bien moindre. Dans le monde, 80% de l'eau qui est utilisée par l'industrie est rejetée sans être traitée. Donc vous imaginez, non seulement on prélève l'eau extrêmement plus rapidement qu'autrefois, mais en plus, une grande partie de cette eau n'est pas traitée. Ce qui veut dire que quand on mange des fruits et légumes qui viennent de l'étranger, quand je regarde mon pantalon qui a sûrement été fait à partir du coton qui vient d'Ouzbékistan, eh bien en fait, c'est des choses qui ont été irriguées avec de l'eau qui n'est pas au standard français tel qu'on les connaît. Donc oui, mon pantalon a peut-être été fait avec de l'eau polluée. C'est pas grave. Simplement, il faut se rendre compte de nos standards versus les standards du reste du monde, sachant qu'on importe tellement d'eau. Et donc, forcément, on importe de l'eau polluée à travers ce qu'on mange et ce qu'on porte et ce qu'on utilise. C'est pas grave, simplement, ça met quand même une belle perspective par rapport à la performance de nos systèmes en France. Puis, dernière chose sur le changement climatique, c'est important de le dire, plus il fait chaud, plus nos sols y transpirent. Et donc, plus nos sols s'achèssent rapidement, plus on a de la vapeur d'eau dans l'atmosphère, plus, quand il pleut, eh bien, je vais le dire de façon un peu vulgaire, il pleut plus. Donc, par exemple, Valence, c'est exactement ça qui se passe. On a une mer des Baléares à 31,8 degrés le 31 août 2024. Ça veut dire énormément de vapeur d'eau qui va dans l'atmosphère. Le phénomène de la goutte froide, il se produit tous les ans en septembre-octobre, mais on sait qu'avec une mer à 31,8, c'est un bain quand vous touchez, qui rencontre des masses d'air froide, et ça va faire des pluies pluvieuses massives qui vont tomber sur un sol qui est bétonné, qui ne peut plus la capturer. Donc en gros, plus il fait chaud, plus on va avoir des sols asséchés d'un côté et des pluies très fortes de l'autre. Et enfin, la dernière chose qui est importante sur l'état de l'art sur l'eau, c'est lié au CO2. Aujourd'hui, les scénarios du GIEC reposent sur une hypothèse cruciale, qui est que les sols et les continents vont capturer 30% des émissions de CO2 par an que nous émettons, et ils vont le faire gratuitement. Et le gratuit est très important, parce qu'on cherche quand même beaucoup d'argent pour capturer le CO2 de façon très technologique, mais les sols font ça très bien. Le problème, c'est qu'un sol qui est sec ne sait plus capturer de CO2. Donc en gros, si on ne résout pas le sujet de l'eau avant ou en parallèle de celui du CO2, on n'a aucun scénario du GIEC qui tient la route. D'ailleurs, de toute façon, on est déjà à 1,59 à peu près, donc l'accord de Paris qui dit qu'on doit limiter à 1,5 d'ici 2100, il faut le mettre à jour. Mais en tout cas, l'eau et le carbone sont intimement liés, et donc l'eau fait partie, en tout cas un sol en bonne santé, capture de l'eau, crée de la biodiversité, crée de l'agriculture, remplit les nappes phréatiques, nous protège des inondations. Donc un sol qui a de l'eau, c'est limite un sujet de sécurité civile. Et puis, bien sûr, quand il fait chaud, il nous la restitue et il apporte de la chaleur et de la fraîcheur. Donc l'eau, le sol, le carbone sont intimement liés, et je pense que c'est important que les COP qui parlent du climat arrêtent de parler de climat CO2, mais intègrent la notion de l'eau de façon à ce qu'on puisse en fait avancer plus vite. Merci beaucoup, Esther. Alors, vous l'avez rappelé, l'un des principaux enjeux de l'eau, c'est l'adaptation au changement climatique. Et on note d'ailleurs, le temps presse, puisqu'on relève 88% de taux d'ensoleillement en moins en Île-de-France cette année. Et donc, la gestion des innovations, des événements climatiques extrêmes. Francisque, comment gérez-vous justement ces aléas liés à l'eau? Parlez-nous d'ailleurs de la gestion des crues de la Bièvre, un cas d'école exporté à l'international. Donc, c'était très intéressant. Alors, la Bièvre, le bassin versant dont on a la gestion, c'est environ 150 km². Et nous avons environ une trentaine, entre 30 et 40 km de rivières, avec les affluents qui y sont liés.
On a une année de référence dans notre secteur. Donc on est sur la partie nord après le campus, pour se situer par rapport à l'endroit où nous sommes. En 1982, il y avait eu une très grosse crue qui avait causé d'énormes dégâts avec des tas de conséquences financières pour des industriels, des entreprises et bien sûr des riverains. Et à partir de là, du coup, le syndicat avait commencé à imaginer de gérer la rivière autrement. Et c'est à ce moment-là qu'on a eu les prémices de réflexion qui ont été opérationnelles en 1993, qui est de gérer la rivière d'une manière automatisée avec des capteurs. C'était le début de l'intelligence et de la technologie avec notre partenaire Veolia d'ailleurs. Et depuis, du coup, on a fait école ailleurs dans le monde. Et ce système n'est pas la panacée à tout. Et en réalité, c'est une combinaison. Aujourd'hui, on voit, et on l'a encore vu au début octobre, la télégestion fonctionne extrêmement bien. Elle est très précise, à l'heure près, sur les différents secteurs de la rivière, en amont jusqu'à la limite d'Antony, pour vous situer un petit peu la géographie. Et en parallèle, nous travaillons depuis 2017-2018 d'une manière très accélérée sur la renaturation de la rivière et des cours d'eau. C'est un sujet, lorsqu'il est rendu, lorsqu'on le présente à la population, tout se passe très bien. Les gens sont très heureux de voir la renaturation d'une rivière, mais les enjeux politiques et financiers sont difficiles à appréhender. Et pour vous donner un exemple, en 2017, on a renaturé la rivière à la limite de Bièvre et d'Igny. C'était très compliqué d'expliquer aux gens que le paysage serait totalement chamboulé. Les gens sont habitués au paysage et ce qui est normal, ça fait partie également de leur quotidien. Et quand vous voyez des pelleteuses pendant des mois qui torturent finalement la rivière, son lit et les milieux, forcément, il faut vous armer de beaucoup d'arguments auprès de la population pour leur dire faites-nous confiance. Et depuis, on l'a fait sur un certain nombre de secteurs. On a gagné plusieurs dizaines de milliers de mètres cubes. On a aujourd'hui 2 millions de mètres cubes théoriques de stockage sur l'ensemble de la rivière. La renaturation est quelque chose qui est à la fois magnifique, extrêmement utile, puisque ça permet bien sûr de stocker en théorie des volumes d'eau importants. On élargit les lits des rivières. On restaure également des écosystèmes qui avaient ou disparu ou qui étaient très abîmés. Et ça contribue également à améliorer sensiblement, régulièrement la qualité de l'eau. On a un vrai sujet aussi là, avec la qualité des eaux. On parle beaucoup des micropolluants. Et le fait de retrouver un lit presque naturel de la rivière, hein, c'est les solutions fondées sur l'observation de la nature. Eh bien, aujourd'hui, on estime, après 7 ou 8 ans d'action, que c'est tout à fait bénéfique. Mais les deux se cumulent, à la fois la techno, qu'on utilise tous les jours, qui nous permet également de gagner en coûts financiers, puisqu'il y a aussi ce sujet des budgets. Hein, on ne va pas en parler aujourd'hui, puisque c'est l'actualité générale depuis quelques semaines, mais ça compte également. Et donc, on travaille sur ces deux volets, ce qui nous permet, depuis maintenant pas mal d'années, d'être relativement préservés. Mais encore une fois, ce n'est pas une solution ultime et générale. Merci beaucoup. Luc, parlez-nous du CEDIF. Quelles sont les problématiques rencontrées par votre syndicat en matière d'eau potable? Oui. Alors, bon, on est un peu privilégié dans un sens, et puis assez défavorisé dans un autre par rapport à ce qu'a dit la première intervenante. On n'a pas véritablement un problème quantitatif d'eau en Île-de-France. Pourquoi? Parce que les Parisiens ont été captés la bonne eau, entre guillemets, depuis des siècles, jusqu'à 150 km autour de Paris, et ont laissé aux banlieusards, ceux qui sont au banc, les eaux de surface de deux rivières et d'un fleuve, l'Oise, la Marne et la Seine. Et dans la production de l'eau potable du syndicat des eaux d'Île-de-France, 98% de la ressource sont des eaux de surface. On a simplement 2% de nappe, essentiellement pour la politique d'ultime secours. Alors les difficultés que nous rencontrons, c'est la qualité de l'eau.
qui nous a amené à innover. Alors, dans le passé, donc avec notre délégataire qui était Veolia, nous avons, alors ça ne s'appelait pas Veolia à l'époque, mais on a innové, par exemple, quand on parle de traitement à l'ozone, de traitement avec les ultraviolets, on a été précurseur. Bon, à l'époque, on nous regardait quand même avec des yeux ronds. Tout ça pour justement assurer une qualité pour la santé des habitantes et des habitants. Et c'est dans cet esprit qu'on a été amené, on a inauguré en 1999 à ouvrir une unité de nanofiltration dans l'usine de Méry-sur-Oise, parce que l'Oise avait, et a toujours d'ailleurs, le triste privilège de disputer à l'Isère la qualité de rivière parmi les plus polluées de France. Et nous avons deux rivières, un fleuve, et l'Oise nécessité, pour répondre d'ailleurs aux critères de potabilité parfaite de l'eau, ce traitement unique, unique en France à l'époque, et qui a été pour nous une très grande réussite. Alors, l'innovation, aujourd'hui, elle traite des questions de santé. Alors, l'eau, vous savez, c'est un produit alimentaire. On l'oublie parfois, mais c'est un produit alimentaire, vous l'avez rappelé, avec certains regrettent qu'on s'en serve aussi pour les toilettes, sauf qu'au-delà, il y a l'aspect santé, avec les enfants qui peuvent aussi jouer dans les toilettes, ça arrive. Mais il y a aussi le fait que deux réseaux séparés rendraient très difficile de conserver la potabilité de l'eau dans un réseau avec des débits forcément plus réduits. Et puis, quand on regarde bien les coûts, je ne suis pas sûr que, in fine, le prix de l'eau globale au service eau potable soit finalement inférieur. Je suis même persuadé du contraire. Et donc, aujourd'hui, c'est vraiment la sécurité sanitaire qui revient d'abord comme préoccupation des Français. Et les récents sondages ont montré que la santé, la qualité des produits était la première préoccupation des habitants, même avant le pouvoir d'achat, qui pourtant aujourd'hui, si je comprends bien les choses, fait l'actualité. Et puis, donc, on a vu apparaître, vous l'avez évoqué, ce qu'on appelle les micropolluants. Il y a bien sûr les microplastiques, il y a aussi les métabolites de pesticides, les perturbateurs endocriniens, et puis ces fameux polluants éternels, les PFAS, qui s'accumulent au fil du temps et dans les organismes et aussi dans l'environnement. Et alors vous allez me dire, oui, mais l'eau du robinet, c'est le produit alimentaire le plus contrôlé en France. Vous avez raison. Titre d'exemple, le syndicat des eaux d'Île-de-France fait plus de 400 000 analyses par an. Ça en fait 1100 par jour pour contrôler la qualité de l'eau potable distribuée. Cela dit, Génération Future, c'était il y a 2 mois, a rendu publique une enquête qui montre que plus de 70% des métabolites issus des pesticides, aujourd'hui, ne font l'objet d'aucun contrôle. Et donc, ce que l'on connaît, pour prendre une image, c'est probablement la partie émergée de l'iceberg. Et donc, cette question des métabolites, des perturbateurs endocriniens, ce qu'on appelle plus globalement les micropolluants, a été pour nous une question de nécessité de prendre nos responsabilités par rapport à nos usagers. Vous savez que le syndicat des eaux d'Île-de-France, organisme ô combien respectable, pas seulement par son âge, on a fêté ses 100 ans l'année dernière, mais aussi parce qu'il assure la distribution d'eau, production d'abord, et distribution d'eau à un peu plus de 4 millions de franciliens, et qu'on a toujours été à la pointe de l'innovation. Et puis, si on parle un peu de politique locale, c'est un bel exemple d'intercommunalité aboutie, puisque malgré la diversité des ressources, la diversité aussi des communes desservies, puisqu'on va jusqu'à des communes peu peuplées avec un habitat très dispersé, à des communes très denses, le prix de l'eau sur la facture d'eau pour la partie potable est le même pour tous. Et ça, c'est un bel exemple
d'intercommunalité. Ensuite, sur donc Génération Future, disait, je le dis, qu'il y avait cette question. Et donc, il nous est apparu, et puis les articles de la presse montrent que ces micropolluants, aujourd'hui, font l'actualité et sont source d'inquiétude. Et donc, il nous est apparu tout à fait naturel, dans l'esprit qui a été toujours celui du syndicat des eaux d'Île-de-France, c'est-à-dire une formule qu'on peut employer, c'est précurseur par nécessité. On a été obligé d'être capable de traiter de l'eau. Bon, vous vous promenez autour de la Seine, je sais bien qu'il y en a qui se baignent dedans, mais peut-être pas très longtemps, et qu'on réussisse à la rendre potable. On s'imagine bien qu'il ne suffit pas de faire 3 opérations très simples, et que ce sont des choses quand même compliquées, qui demandent des investissements et un vrai savoir-faire. Et donc, il nous est apparu, nous, évident, que de mettre en place un dispositif pour abattre le plus possible, avec les méthodes les plus efficaces que l'on connaisse aujourd'hui, justement ces micropolluants, ce qui permet d'avoir une eau donc plus pure, sans calcaire et sans chlore, puisque le fait de pouvoir diminuer la matière organique à ce point permettra aussi demain, à condition que l'ARS nous les autorise, à distribuer une eau sans chlore. Reproche des habitants, c'est de l'eau qui sent le chlore, ils n'aiment pas. Les Nord-Américains sont heureux, ils coulent un bain, si ça ne sent pas le chlore. C'est tout juste s'ils vont aller se baigner parce qu'ils se disent oh là là, ça ne doit pas être de l'eau de bonne qualité. Le calcaire, on sait très bien que tous les dommages que ça crée sur les outils domestiques. Et puis après, il y a la santé. Je dirais peut-être en premier, parce que vous connaissez la formule, la santé a un coût, mais elle n'a pas de prix. Et donc, nous avons, lors du renouvellement de la délégation de service public, imposé qu'il y ait un traitement membranaire de l'eau pour abattre le plus possible ces micropolluants. Et c'est le seul dispositif qui permet de faire tomber 95-98% de ces micropolluants, ceux qu'on connaît aujourd'hui et ceux à venir, ce qui explique que cet investissement autour d'1 milliard d'euros sur les 3 usines. D'abord Méry-sur-Oise, puisque avec l'existence de la nanofiltration, à l'horizon 2027, on pourra déjà avoir de l'eau qui bénéficiera de ce traitement membranaire haute performance. Et puis à l'horizon 2032, nous aurons en même temps, sensiblement, l'usine de Neuilly-sur-Marne et celle de Choisy-le-Roi, qui produiront cette eau d'une très grande qualité, avec un degré, une dureté de l'ordre de 10, et débarrassée de l'essentiel de ces micropolluants. Là encore, le CEDIF est fidèle à son image, précurseur par nécessité. Merci beaucoup, Luc. Alors, Gauthier, comment l'innovation peut nous aider à construire ce service public durable et désirable? Oui, bonjour. Je pense qu'il y a une partie de la réponse dans l'intervention précédente où en fait le but de ces services publics, c'est quand même de fournir de l'eau notamment, et que c'est pas récent. Enfin, moi, je travaille pour une société qui utilise de l'intelligence artificielle. C'est des domaines relativement nouveaux, mais ça fait des années qu'on applique des nouveaux traitements pour, voilà, on a parlé de traitement à l'ozone, etc. Et que donc la technologie, en fait, toutes les technologies visent à améliorer la qualité de l'eau pour rendre voilà, l'eau potable plus désirable. Mais même si on fait toujours ce travail en avant, il y a effectivement voilà, par exemple les PFAS là, qui arrivent, qui créent aussi de l'inquiétude de la part des gens. Et donc c'est toujours nécessaire de continuer à trouver, d'aller de l'avant sur tous ces sujets-là. Après, je trouve que cette question a un effet un petit peu miroir. J'ai beaucoup pensé à l'intervention d'Arthur juste précédemment. Je ne sais pas s'il est là. Vous êtes éblouissant là. Je crois qu'il a dû partir. Ok. Et donc, qui nous expliquait qu'en fait aujourd'hui il y avait une vraie quête de sens, notamment chez les jeunes. Ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que le secteur de l'eau, c'est un secteur qui en lui-même est désirable pour tous ces jeunes en quête de sens. Nous, c'est vraiment quelque chose que l'on voit dans les candidatures que l'on peut recevoir
et dans les, voilà, dans les personnes qui viennent travailler. Donc nous, on travaille sur des sujets qui sont hyper évolués. Les gens qui travaillent chez nous, c'est des gens qui auraient pu aller travailler chez Shine, comme disait Arthur, pour aller faire en sorte de pousser les consommateurs à cliquer et acheter de plus en plus. Ça a beaucoup plus de sens pour tous ces jeunes, pour tous ces ingénieurs, pour moi aussi, de travailler sur des sujets où on cherche à fournir de l'eau potable, où on cherche à améliorer la qualité de l'eau, où on cherche à améliorer la qualité des traitements en sortie. Et donc, pour moi, c'est vraiment une symbiose où à la fois la technologie va servir à rendre le monde de l'eau plus désirable, mais le monde de l'eau est aussi un secteur qui est extrêmement désirable, qui a du sens et a du sens pour tout le monde. Merci beaucoup, Gauthier. Romain, quelles solutions mettez-vous en place chez Sarpi et quels obstacles aussi rencontrez-vous? Oui, alors bonjour à tous. Je vais peut-être juste rappeler ce qu'est Sarpi. Donc Sarpi appartient au métier déchets de Veolia. Et nous nous occupons de traiter les déchets dangereux. Nous sommes également experts dans la gestion des terres et sols pollués. Donc au niveau des solutions, il faut savoir, ou en tout cas il est bon de rappeler que Sarpi est né justement d'un besoin de traitement des effluents pollués, que si on regarde de manière très macroscopique, l'eau représente dans nos déchets à peu près 50%. Initialement, l'objectif était peut-être plutôt de simplement respecter les réglementations en vigueur et d'obtenir des rejets qui sont compatibles avec le milieu naturel. Aujourd'hui, on a la volonté d'aller plus loin que ça, poussé par une conscience environnementale forte et de valoriser au maximum la ressource en eau qui est présente dans les déchets que nous gérons et que nous recevons sur nos centres de traitement. Quelques exemples que je souhaite vous donner. Nous disposons par exemple de notre propre pôle ingénierie qui permet d'aller directement sur site client, de proposer un diagnostic afin d'identifier les besoins et les axes d'amélioration, et puis ensuite de designer puis mettre en place directement sur site une installation qui permettra de gérer au mieux cette ressource en eau. L'ensemble de nos installations sont également équipées et capables de valoriser au maximum les ressources en eau. Voilà, c'est des milliers de mètres cubes d'eau par an qui sont valorisés et dans la plupart du temps, c'est de la réutilisation en eau de process. Et puis, on a également un premier site dans notre réseau qui a été équipé d'une installation d'osmose inverse et qui permettra donc d'obtenir une eau d'une qualité bien supérieure et pourquoi pas ouvrir le champ des possibles. Merci beaucoup. Et parlez-nous des solutions justement de traitement des PFAS et autres micropolluants. Oui, alors, de par notre activité, nous avons toujours traité des micropolluants et les PFAS, en fait, sont pour nous un cas particulier puisqu'ils constituent à eux seuls un véritable cas d'école. C'est-à-dire qu'une fois que nous aurons pleinement déployé l'ensemble de la méthodologie et grâce au retour d'expérience dont nous bénéficierons, nous saurons nous adapter à n'importe quelle gestion de micropolluants. Et puis évidemment, nous avons toujours, malgré ce sujet PFAS, comme objectif de valoriser au maximum les flux qui entrent sur nos installations de traitement des déchets dangereux. Et donc, pour cela, il y a un gros travail qui est notamment réalisé par notre direction technique, conjointement avec des universités et des laboratoires sur la mesure, afin de s'assurer, en tout cas pour les PFAS mesurables aujourd'hui, que nous n'en retrouvons pas dans les rejets de nos installations. Côté traitement, des solutions techniques existent et sont désormais opérationnelles. Et puis, il y a également l'offre Beyond PFAS déployée par le groupe Veolia qui adresse au-delà de l'eau l'ensemble des sujets et problématiques et donc apporte des réponses qui sont liées donc justement à cette gestion des PFAS. Merci beaucoup, Romain. Alors, Luc, vous l'aviez déjà un peu évoqué, vos solutions face aux problématiques rencontrées. Si vous pouviez m'en dire plus, mais également comment communiquer auprès de la population. Alors la communication pour un distributeur d'eau potable, quel qu'il soit, est toujours quelque chose d'un peu complexe puisque, donner un chiffre, je l'ai dit tout à l'heure, un peu plus de 4 millions de personnes alimentées en eau potable
et seulement 550 000 abonnés, puisque si vous êtes en maison individuelle, vous avez votre compteur d'eau, vous avez la relation directe, ne serait-ce que par la facture d'eau, avec le producteur d'eau et celui aussi qui traite aussi les résidus et fait l'assainissement. Si vous êtes en collectif, c'est beaucoup plus rare. Et ça passe dans les charges. Et donc, la difficulté, 550 000 abonnés, 4 200 000. Et donc, on peut avoir une relation sur l'abonné, alors par les méthodes d'aujourd'hui, hein, communication avec les usagers. Vous êtes abonné au CEDIF, vous pouvez avoir votre communication sur votre téléphone portable, parce que maintenant, un téléphone portable, ça sert à tout, encore un peu à téléphoner, mais surtout à beaucoup de choses. Vous êtes alerté en cas d'une consommation anormale qui pourrait être causée par une fuite. Et on a, avec les usagers abonnés, la communication, l'information est assez simple. On a non pas une relation fournisseur-client, mais fournisseur-usager. Avec ceux qui en bénéficient indirectement, nous sommes obligés d'aller travailler avec d'autres canaux. Alors, il y a des campagnes d'information. Alors, ce que nous menons beaucoup, c'est des informations pédagogiques sur les enfants du primaire, qui sont ceux, alors pas les tout petits, mais CM1, CM2, qui permet d'avoir un lien avec, par le biais des enfants, avec les parents. C'est une difficulté, parce que bon, la pub, c'est la pub, etc. Et alors après, il y a des grands enjeux dont on vient un petit peu de parler, la qualité de l'eau, le problème de l'eau, les secteurs, enfin les coins avec le réchauffement climatique et puis le fait qu'il y ait des accidents de climat de plus en plus violents. Ça permet aussi d'avoir une communication qui permet de toucher le plus grand nombre. Et puis, on fournit, parce que ça reste le document écrit qui, paraît-il, est le plus lu, enfin du moins, nous les maires, on en accepte volontiers l'augure. Dans les publications municipales, on fait en sorte d'informer régulièrement celles et ceux qui bénéficient de cette eau au robinet de qualité. Parce qu'on y est effectivement habitué, mais avoir de l'eau potable au robinet, même en France, de manière continue, ce n'est pas assuré pour tout le monde. C'est pas assuré pour tout le monde. Et puis, on a une action aussi par le biais qui se connaît, parce que toujours pareil, liaison entre le syndicat des eaux d'Île-de-France, qui est un syndicat de communes, donc il est normal que le principal interlocuteur de ce syndicat, ce soit les communes, et que nous passions par les communes pour pouvoir toucher le plus grand nombre. Donc on a la question eau solidaire, qui est une aide pour payer les factures, même pour ceux qui ne sont pas abonnés, par le biais des CCAS. Et puis, on a toujours c'est encore une fois des kits que le CEDIF élabore, souvent en liaison avec le délégataire, des kits de communication pour sensibiliser. Mais cette difficulté entre le nombre d'abonnés et le nombre d'usagers reste quelque chose qui, c'est un peu la quadrature du cercle, et donc on est amené à tourner un petit peu autour et à essayer de faire en sorte que le syndicat des eaux d'Île-de-France, producteur d'eau, difficulté de produire de l'eau, de la fabriquer, dirais-je, à partir d'une ressource qui n'est pas d'une très grande qualité, pour délivrer un produit de très grande qualité et de qualité sanitaire, je veux dire, absolue. Nous allons bien au-delà des normes, et nous pensons que si nous sommes un peu en avance sur les normes rattraperont ceux qui ne sont pas encore en avance sur les normes. C'est pourquoi cela a toujours été notre politique. Encore une fois, l'eau du robinet, il faut encore rassurer les habitantes et les habitants. Bon, je ne vais pas vous dire que c'est vrai qu'une bouteille d'eau en plastique, vous prenez, c'est entre 100 et 300 fois plus cher que le litre d'eau au robinet. Et ce qui est paradoxal, pour des raisons culturelles, c'est que les populations issues
de pays où l'eau est de mauvaise qualité sont les plus grands clients dans les supérettes, dans les supermarchés, de l'eau en bouteille. Alors, regardez ceux qui partent avec un caddie plein d'eau minérale. Et cette eau en bouteille n'est pas forcément d'une meilleure qualité d'un point de vue de la santé que l'eau que nous distribuons, pas gratuitement, mais presque gratuitement en comparaison au robinet. Et là aussi, il y a une éducation à faire et toute la communication envers l'usager que fait le CEDIF peut se résumer dans cette formule vers une eau plus pure, débarrassée des micropolluants, sans calcaire et sans chlore, parce que là, quand vous allez avoir au robinet une eau qui va ressembler entre Evian et Volvic, ça va quand même donner confiance. Et puis, l'eau du CEDIF, source de confiance, c'est ce que nous avons choisi de développer dans les années à venir. Merci beaucoup, Luc. Romain, j'aimerais faire un point sur les réglementations pour les PFAS et les micropolluants. Où est-ce qu'on en est? Alors, je vais d'abord partir des États-Unis, puisque c'est là dont c'est parti. Les États-Unis sont certes en avance sur le sujet de l'eau potable. En revanche, sur des sujets comme justement les eaux industrielles, ils ne le sont pas, puisqu'ils considèrent, à titre d'exemple, essentiellement que 2 molécules PFAS, que sont le PFOS et le PFOA. Alors que nous, Européens, essayons de regarder la famille PFAS justement bien plus largement. Et de la regarder bien plus largement. Donc nous ne sommes pas en retard par rapport aux États-Unis. Et il y a bien des choses qui sont en train de se mettre en place, notamment en France, nous avons eu l'apparition de 2 arrêtés ministériels qui concernent l'établissement de planning de campagne de mesure des rejets des ICPE, dont le dernier est sorti le 31 octobre dernier, qui concernait les rejets atmosphériques, et le premier qui était sorti en 2023, qui concernait, lui, les rejets à queue. Donc tout cela avance en tout cas dans le bon sens, et nous n'avons pas de retard. Merci beaucoup. Et en parlant de perspective, Esther, pour conclure cette table ronde, avant de vous laisser la parole pour des questions-réponses, quel est l'avenir de notre usage de l'eau et des grands cycles de l'eau? Alors pour essayer de faire court là-dessus, déjà il y a plusieurs choses. C'est qu'on a pris du retard sur l'eau, alors pas sur l'eau domestique et tout ce qui a été raconté, mais sur le fait qu'on conçoit l'eau à la fois comme notre eau de survie, notre eau bien commun, celui qu'on utilise tous les jours à la maison, nos fameux 150 litres en moyenne en France par jour par personne, mais qu'on a oublié que l'eau était effectivement aussi une ressource économique. Et qu'à ce titre-là, en fait, la façon dont elle est utilisée partout dans le monde entier nous concerne aussi. L'eau n'est pas seulement un enjeu local, mais elle devient complètement globale à travers le fait qu'aujourd'hui, nous allons chacun consommer de l'eau qui vient virtuellement de plein d'autres pays. Donc finalement, l'eau est un enjeu très local, oui, mais ce qu'en font nos voisins, ce que font nos voisins avec leur agriculture, ce que font nos voisins avec notre industrie va nous concerner. Donc il y a cet enjeu de local versus global, et donc cet enjeu de la gouvernance. Oui, on gouverne l'eau de façon extrêmement locale, mais d'une certaine façon, il faudrait qu'on commence à pouvoir la regarder d'une façon très mondialisée aussi, notamment parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'eau est presque gratuite. Elle est presque gratuite pour nous, et elle est encore plus presque gratuite pour l'industrie et l'agriculture dans beaucoup d'endroits dans le monde. Et en France, elle n'est pas très chère non plus, parce qu'on ne paye que les infrastructures pour y accéder. Or, c'est pas normal, quelque part, que l'eau ne soit pas valorisée en fonction de sa rareté. Attention, je dis surtout pas qu'on va financiariser l'eau. Simplement, c'est pas normal qu'un litre d'eau dans une région sèche du monde, ou même en France, vale en soi la même chose qu'un litre d'eau dans une région qui est abondante. Parce que si l'eau n'est pas valorisée en fonction de sa rareté, c'est la porte ouverte pour l'utiliser un peu n'importe où, n'importe comment. Et c'est pour ça que la plupart de nos avocats, que moi j'adore, vont venir de régions sèches du Pérou, de l'Espagne ou du Kenya, parce que la main-d'œuvre sur place n'est pas chère, parce que les infrastructures ne sont pas chères. Donc il faut qu'on se rende compte à quel point ce qui se passe à l'étranger nous affecte aussi, ça c'est la première chose, pour une gouvernance plus ou moins à la fois mondiale et très locale, pour qu'on mette un prix, une taxation qui viendrait elle-même financer toutes les infrastructures dont on a besoin. Donc ça, c'est les enjeux auxquels il faut s'attaquer. Et pour finir sur une note positive, on a de la chance parce que le sujet de l'eau est quelque part plus facilement réalisable que celui du carbone. Sur le CO2, on attend encore des technologies un peu miracles pour en émettre moins et pour aller la capturer. Mais sur l'eau, on a déjà tout à notre disposition. Aujourd'hui, on peut chacun réduire à la maison
notre consommation de 10 à 30%. On peut aller beaucoup plus loin que le plan eau qui met à 10%, sans réduire notre confort. C'est pareil pour l'agriculture. On peut produire autant en utilisant moins d'eau, et pareil pour l'industrie. On sait comment réutiliser de l'eau, on sait comment en utiliser moins, être plus productif avec chaque goutte d'eau. Ça, on sait le faire dès aujourd'hui. Si chacun s'y met, on réduit de 30%, et le problème de l'eau en France, tel qu'on les a connus en 2022-2023, ils existent presque plus. Donc c'est la note positive, il faut juste s'y mettre, mais toutes les solutions existent déjà. C'est pas toujours très sexy, hein, c'est pas forcément de la data, etc., mais c'est de la tuyauterie parfois, ou des compteurs. Mais déjà, si on s'y met, oui, 30%, on le fait facilement d'ici demain, quoi. Si je peux abonder dans ce sens, ce qui est vraiment intéressant, on parlait d'enjeux eau et d'enjeux carbone, par exemple. Et aujourd'hui, par exemple, le monde de l'eau, nous, dans ce qu'on fait, c'est un moyen aussi de venir réduire les émissions de carbone. Je pense notamment aux stations d'épuration. On va pouvoir vraiment gérer leur consommation, leur période de consommation pour venir émettre un minimum de dioxyde de carbone. Je pense à tous les réseaux, réseaux d'eau, châteaux d'eau, etc. On va permettre, par exemple, quand vous avez une période de grand froid où il y a des pics de consommation énergétique, on va venir chercher à remplir les châteaux d'eau en amont pour que dans la période de pic, on ne vienne pas démarrer des centrales à charbon, par exemple, et donc éviter de créer plus d'émissions que si on avait utilisé d'autres types d'énergie. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important parce que donc, tous les enjeux sont liés. Et peut-être que l'enjeu de l'eau est plus simple à résoudre, mais en tout cas, l'enjeu de l'eau permet aussi d'adresser en partie le sujet, notamment CO2. Merci beaucoup. Merci à tous. On les applaudit bien fort. Alors, on peut prendre une ou deux questions. Y a-t-il des questions ? Aucune question. Ah si, j'en vois. Alors, je ne vois pas très bien, mais je vois des... Bonjour à tous, merci pour vos présentations. Je rebondis par rapport à tout ce qui a été dit, notamment en termes de gestion de l'eau potable et de distribution, de raréfaction au niveau national et même mondial. Aujourd'hui, à l'échelle nationale, est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux d'avoir une réflexion à l'échelle nationale de gestion de l'eau potable et donc de permettre à des secteurs un peu plus sensibles à la disparité, on va dire, de l'eau potable, de bénéficier des zones où c'est un peu plus abondant. Voilà. J'imagine qu'il y aura une réponse ici aussi, mais ce qui est très intéressant, c'est que c'est la spécificité française, en fait, d'avoir autant de services d'eau. C'est historique, et par exemple, par rapport à notre dizaine de milliers de services d'eau en France, on sait que l'Italie va en compter moins d'une centaine, l'Angleterre moins d'une cinquantaine. Donc effectivement, l'idée d'un service national, évidemment, tout le monde y a pensé, parce que on se demande comment est-ce que c'est possible d'avoir des inégalités d'accès à l'eau. Personnellement, je suis assez en faveur d'une forme d'unicité de prix parce que je ne trouve pas ça normal qu'on ait une France à 100 vitesses où les prix de l'eau varient. D'ailleurs, je pense que beaucoup de gens savent, mais beaucoup de gens souvent ne savent pas, peut-être dans la salle, combien vous payez votre eau chaque jour. Donc ça fait partie des choses qu'un service national de l'eau pourrait faire. Maintenant, aller chercher de l'eau dans les régions où elle est abondante pour l'amener dans des régions où elle est plus sèche, c'est des défis techniques extrêmement difficiles, extrêmement coûteux. Donc c'est vrai que d'abord, il y a beaucoup de choses locales à faire. Encore une fois, on est capable, on a assez d'eau pour tout faire. La question, c'est comment est-ce qu'on arbitre les usages, comment est-ce qu'on la pollue moins, et comment est-ce qu'on fait en sorte que on anticipe ces grandes périodes de canicule ou de sécheresse où on n'a pas assez d'eau. Ça, c'est faisable localement. Par contre, la question du prix, là, je vous suis, il faudrait quelque part tendre vers un prix, une forme de prix unique national. Ça va être un peu compliqué parce qu'il y a des distributeurs d'eau qui n'ont de producteurs que le nom. Ils ont la chance d'avoir encore des ressources de bonne qualité. J'achète une petite pompe à chlore, je surveille le dosage et puis je distribue l'eau. Bon. Et donc l'eau n'est pas chère. Et l'habitant qui bénéficie de cette distribution, il n'a pas envie de payer pour les autres. Bon, non, mais ça commence comme ça. Alors sur les grands projets, moi, quand je travaillais pour de vrai, c'est-à-dire avant d'être élu local, j'ai travaillé sur un projet qui prenait 10% du débit du Rhône et qui alimentait la Catalogne.
en passant par le Roussillon, le Languedoc, etc. Et puis, ça n'a pas abouti, bon, essentiellement, alors peut-être qu'ils n'avaient pas tort, parce que les maraîchers de la plaine du Roussillon, vous voyez là une concurrence encore facilitée pour les Espagnols de la Catalogne espagnole. Alors là, c'était un gros projet. 10% du débit du Rhône, ça commençait à faire du bruit. Alors après, je veux dire, effectivement, il y a des régions, bon, le département des Pyrénées-Orientales, pour la première fois, depuis longtemps, a manqué d'eau l'année dernière et il y a 2 ans, puisque pratiquement, il n'a pas connu de pluie pendant 18 mois. Bon, quand même assez exceptionnel. Il pleuvait tout autour, mais jamais au bon endroit. Alors après, effectivement, comme Madame l'a dit, ça demande des investissements très importants, des échanges d'eau. Alors, le CEDIF, à sa petite échelle, en ayant été critiqué naturellement au départ, a fait la liaison Marne-Seine pour dépanner une usine par l'autre et l'autre par l'une, en cas, par exemple, de pollution d'un fleuve qui pourrait durer. Parce qu'aujourd'hui, nous produisons 750 000 mètres cubes par jour d'eau. Et la capacité de production, elle est quasiment double. Capacité installée, compte tenu d'une politique de secours, et compte tenu aussi que la distribution d'eau, il y a des pointes. Il y a des pointes, on imagine bien qu'en fonction des saisons, etc., on peut en utiliser plus ou moins. Et puis, il faut quand même envisager effectivement d'avoir un jour un pépin sur un site de production. Pas forcément sur l'usine, mais sur la ressource. Il y a une centrale nucléaire qui n'est pas très loin quand même, et en amont. Bon. Merci. On prend une dernière question. Ah oui, il y en a 2. 2 dernières et après on... Bonjour, Jean-Michel Brard, je suis député de Loire-Atlantique, et ancien élu local, 30 ans de mandat, et dont presque 15 ans en tant que président de syndicat d'eau. Donc je comprends parfaitement et je partage totalement les propos de mon collègue. Mais je voudrais revenir quand même sur la question de l'organisation de l'eau potable. D'ailleurs, la loi NOTRe nous l'avait un petit peu déjà indexé avec une remontée des compétences qui étaient dans les communes vers les EPCI. Ici, vous avez la chance d'avoir une organisation syndicale qu'il faut d'ailleurs défendre, parce que souvent les parlementaires essayent de dire que les syndicats n'ont pas d'avenir. Moi, je considère que c'est aussi un avenir, parce que ça permet à nos communes d'être représentées dans une structure qui est efficace, et vous prouvez ici au CEDIF, qui est d'ailleurs une référence nationale sur cette organisation. Pour autant, je pense que la solidarité quand même sur l'eau potable est un enjeu de demain. Et donc aujourd'hui, les structures qui organisent ont besoin quand même d'avoir des échelles minimales qui permettent d'avoir une vraie solidarité. Parce que tout à l'heure, dans votre première table ronde, vous avez parlé de ne pas mettre en opposition la ruralité et la partie urbaine, et pourtant elle existe. Parce que je rappelle quand même que les stations d'épuration des métropoles viennent s'épandre sur le monde rural et polluent nos masses d'eau brute. Et donc on voit bien que le prix de l'eau, il est plus cher, il est plus dur à obtenir un bas prix sur le monde rural, parce qu'il y a des kilomètres de réseau, parce qu'il y a des pollutions des sols, et il est moins cher dans une métropole parce que c'est plus facile de faire descendre une canette de l'eau d'un immeuble qui fait 30 étages vers le point bas, et donc il y a moins de canalisation, moins de risques. Et donc cette particularité de cette organisation territoriale, elle mérite une vraie réflexion, que je pousse d'ailleurs au Parlement, sur le périmètre sur lequel on doit agir sur la facture de l'eau potable. C'est aussi l'occasion de dire qu'une facture, c'est deux parties, l'eau potable et l'assainissement. Et d'ailleurs, les consommateurs n'ont toujours pas remarqué que bien souvent, le prix de l'eau est mutualisé, péréqué, et donc ça permet d'avoir une tarification unique. C'est l'assainissement qui fait varier le prix de l'eau sur nos factures. Et puis, rajouter un autre élément, c'est qu'aujourd'hui, vous avez parlé beaucoup du petit cycle de l'eau, ça représente 98% des budgets nationaux qui sont sur le petit cycle. Et aujourd'hui, le drame qui arrive, c'est la non-gestion du grand cycle de l'eau, des masses brutes et de tout l'environnement. L'eau part de la montagne, va vers la mer. Et en fait, il faut bien savoir qu'en amont et en aval, notre consommateur dépend de celui qui est en amont. Et la gestion de l'eau doit reprendre, je dirais, une réflexion liée au bassin versant, qui est essentielle, notamment avec une incidence demain sur l'eau potable, parce que la qualité en dépend.
Et donc, c'était un témoignage pour compléter, pour élargir vos réflexions, et je vous en remercie. Merci beaucoup pour ce témoignage. Alors, il reste juste une petite question. Peut-être que... Super, merci beaucoup. Bonjour. Moi, j'avais une question. Il a beaucoup été évoqué les micropolluants et les PFAS, et notamment les technologies membranaires. On comprend bien que c'est une technique séparative, donc du bon côté de la membrane, l'eau est potable. Mais qu'est-il fait au niveau justement de la gestion des captages et de la ressource des concentrats ou des actions de l'eau prélevée? Alors, moi, du coup, je vais parler pour ce qui est fait à l'échelle de mon entreprise. Nous, on a la chance d'avoir un réseau de traitement de déchets qui est équipé de beaucoup d'installations. Grossièrement, le plus gros traitement qu'on a, même si c'est un gros mot parfois environnementalement parlant, c'est l'incinération. Et la solution que l'on a sur justement ces concentrats, etc., que nous captons dans notre réseau, qui permettent de gérer, qui sont équipés désormais pour gérer justement tout ce qui est PFAS, eh bien il y a une boucle du déchet qui a été implémentée et qui existait déjà, qui a juste été simplement adaptée et qui permet de faire converger l'ensemble de ces flux vers justement de l'incinération. Et grâce à une technologie qui a été brevetée par notre direction technique, nous garantissons en tout cas que ces micropolluants sont gérés, sont abattus. Voilà, en tout cas, pour notre partie, c'est ce qui est réalisé. Je ne sais pas s'il y en a un de vous qui veut compléter, peut-être. Ouais, moi, sur un aspect qui est totalement différent. Alors, nous, c'est un projet qui, pour le moment, est vraiment à l'étude, mais à la base, quand on parle PFAS, c'est intelligence artificielle. Je ne voyais pas trop le rapport qu'il pouvait y avoir entre les deux. Et en fait, aujourd'hui, on a des projets justement sur le fait de venir privilégier automatiquement certains captages plutôt que d'autres en fonction des phénomènes récurrents de pollution qu'on peut avoir, etc. Et donc, c'est là où on se rend compte que finalement, sur des sujets qui sont aussi divers, en fait, ce n'est pas une technologie qui va venir apporter la solution, mais plutôt une multitude aussi de choses complémentaires que l'on doit faire à tous les niveaux. Merci beaucoup. Merci. Encore une fois, on les applaudit bien fort. Merci à tous. Vous allez pouvoir prolonger vos discussions autour d'un buffet networking, mais il y aura aussi un tour du village des solutions animé par Arnaud Sellas, responsable commercial chez Veolia. Et avant de partir, n'oubliez pas de compléter votre quiz pour tenter de gagner votre second élément du kit de la transformation écologique. Et on se retrouve à 14h. Bon appétit!